Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024 et ce matin, 4 personnes ont été blessées par arme blanche dans les rues de Pointe-à-Pitre. 2 touristes et 2 locaux attaqués au hasard par une femme de 30 ans sans domicile fixe. Mais bien heureusement, leur pronostic vital n'est pas engagé. On fait le point tout de suite avec Caroline Calbeau, procureure de Pointe-à-Pitre, au micro de Michel Depape. Ce matin, une femme dans la rue Frébeau a, avec une bouteille, commencé à taper une première victime, puis qui a tout de suite appelé les services de police qui sont intervenus. Et cette dame était également armée d'un couteau et a commencé à frapper par derrière, enfin en avançant, elle a commencé à porter des coups de couteau sur plusieurs victimes. Et les services de police qui devaient aussi secourir les victimes et en même temps l'interpeller, donc ont fini par l'interpeller. Elle a été placée en garde à vue, donc elle est actuellement en garde à vue et il y a une expertise psychiatrique qui se déroule actuellement. Il y a dans les 4 victimes, donc il s'agit de 4 femmes âgées entre 44 ans et 75 ans. Il y avait 2 touristes et elle a vraiment frappé au hasard. Voilà, enfin, il y avait pas de, enfin, on attend d'avoir son audition, mais visiblement, ce n'est vraiment pas quelque chose de prémédité. Il s'agit donc d'une femme de 30 ans sans domicile fixe et les victimes, leur pronostic vital n'est pas engagé. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel, c'est que vraiment, il n'y a pas de risque vital actuellement. Moi, j'attends de savoir un peu de connaître l'état des victimes, plus précisément, pour voir, et son état mental aussi. Voilà, c'est ces 2 éléments qui vont être importants. C'est-à-dire quelle est l'ampleur du préjudice, quel est le nombre de jours d'interruption totale de travail, donc pour déterminer l'ampleur des violences et de pouvoir qualifier l'infraction. Et la deuxième chose, c'est on attend le rapport du psychiatre pour savoir si elle était responsable pénalement au moment des faits. L'objet de cette conférence de presse aujourd'hui, c'était vraiment de faire un point sur les différentes affaires de violence qui ont émaillé Pointe-à-Pitre et sa région ces derniers jours et de pouvoir donc indiquer qu'il n'y avait déjà aucun lien entre eux. On est face finalement à une augmentation conjoncturelle de faits particulièrement graves mais qui n'ont absolument aucun lien et de dire que nous les prenons particulièrement au sérieux, qu'il y a des enquêtes judiciaires qui sont menées, que nous avons réalisé déjà des interpellations sur des faits précédents. Voilà, donc on essaie d'avancer. Il y a une augmentation des interpellations quand même depuis le début de l'année. Donc voilà, c'était pour dire qu'on travaillait dessus, qu'il y avait une présence aussi des services de police sur le terrain et que nous allions continuer à être assez vigilants pour justement prévenir encore de nouveaux faits de violence. Comme le hasard n'existe pas, dans le même temps, les troubles psychiques étaient au cœur d'une réunion organisée par Cap Excellence au centre culturel Réminé-Souta, donc au moment des faits et non loin de ces fameuses agressions au couteau. Une préoccupation en tout cas prégnante sur ce territoire qui dresse le bilan des actions menées dans le cadre de son contrat local de santé mentale. Regardez. Nous sommes en assemblée plénière du contrat local de santé mentale qui est porté par la communauté d'Aglo Cap Excellence. C'est un contrat local de santé mentale que nous avons mis en place, que nous avons créé en 2016, mais que nous avons installé effectivement en 2018. Un contrat local de santé mentale, pourquoi? Parce que nous avons, au niveau de la communauté d'Aglo et de ce territoire, bien compris que la santé mentale avait du sens et que la santé mentale, ce n'est pas seulement les personnes qui sont fous, comme on le comprend dans notre culture. La santé mentale, ce sont toutes les personnes qui rencontrent un problème psychique, psychomatique. Aujourd'hui, de manière officielle, nous tenons notre assemblée plénière pour faire déjà, faire savoir ce que font les associations qui nous accompagnent, ce que fait Cap Excellence aussi, mais aussi surtout pour faire le bilan de l'année 2023 et les perspectives 2024. L'année 2024, on va poursuivre ce que nous avons mis en place en 2023. Et quand on entend un peu ce que représente la santé mentale au niveau de la Guadeloupe, où nous avons plus de 10 000 personnes qui sont hospitalisées, qui ont un parcours de soins en santé mentale, et qu'on n'a pas touché toute la population qui est vraiment qui a ce souci, je dis que nous avons une nécessité sur le territoire véritablement de mettre en place des actions et de travailler avec nos partenaires, sans vouloir nous vanter, mais aujourd'hui,
contrat local de santé mentale de Cap Excellence sert d'expérimentation par rapport aux autres communautés d'agglo qui vont mettre en place le contrat local de santé mentale. Nous allons nous servir de ce que Cap Excellence a mis en place avec nos agents, avec nos perspectives et porter ses contributions au niveau des autres communautés d'agglo et notamment la communauté d'agglo Nord-Basse-Terre qui nous a déjà demandé à les accompagner pour que nous puissions mettre en place avec eux le contrat local de santé mentale sur ce territoire. Ce qui veut dire que pour nous, Cap Excellence, nous avons fait ce contrat local de santé mentale qui porte des fruits sur notre territoire centre, mais nous avons aussi la volonté de vouloir développer les contrats locaux de santé mentale sur tout le territoire de la Guadeloupe, ce qui ne nous pose aucun problème et nous sommes là justement pour accompagner nos autres collègues pour développer la santé mentale en Guadeloupe. Et on part maintenant sur le front social, puisque malgré la position ferme de l'usine Gardel, les planteurs de canne de Guadeloupe restent mobilisés. Ils exigent un prix d'achat à 120 € la tonne, sinon la récolte ne démarrera pas. Regardez. Nous sommes mobilisés depuis début mars par rapport au début de récolte, qu'on a fait une demande de 120 € sans richesse. Et personne ne nous écoute. On a eu des avancées par rapport à la grève. Donc on a rendez-vous demain jeudi, à 8h30 à la DAF. Lorsque j'ai vendu 1044 tonnes, j'ai touché 198 €. Où ça je vais avec? On est asphyxié. Tout est cher. Ce qu'on nous donne aujourd'hui, ce n'est pas suffisant à payer nos dettes. Donc juger pour avoir des sous dans la poche. Donc aujourd'hui, on demande les 120 € qu'on soit payé, qu'on puisse payer nos crédits. Même pas pour la rémunération, c'est pour payer nos crédits, qu'on puisse être stable à nos dépenses et à la vente. 1 kilo de canne, ça fait 2 centimes. Lorsqu'il nous donne 20 €, non, on ne peut pas. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vous ne vous rendez pas compte combien de milliers de planteurs qu'il y avait. Aujourd'hui, nous sommes à 1700 planteurs. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte rien. C'est les gros qui mangent les petits. On ne peut pas tenir. Grosso modo, c'est à 109 €. Mais lorsqu'on fait les calculs, moi-même personnellement, je touche 93 €. Donc je me demande les 109 € qu'ils ont dit. Sur quoi ils se basent? Parce que quelqu'un qui fait 50 tonnes de canne, je suis d'accord qu'il va gagner 109 € avec ce de neuf. Mais quelqu'un qui fait à partir de 70 tonnes, il est perdant. Donc en fin de compte aujourd'hui, produire plus pour gagner moins. C'est chaque année, c'est toujours pareil. Si on n'est pas à dire on gagne cette année, l'année prochaine, on perd. Tous les ans, on perd de l'argent. En 2022, on a payé un petit sac d'engrais de 25 kilos, 17 €. Aujourd'hui, c'est 34. L'homicide. Une bouteille de rhum qui était à 5 €, c'est passé à 11 €. Ils font trop d'argent sur notre dos. Aujourd'hui, on en a marre. Mourir pour mourir, on meurt aujourd'hui. Un reportage signé Maxime Morel. Et à l'approche des élections européennes, les déplacements des membres du gouvernement se multiplient sous nos latitudes. Après Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer le 13 mars dernier, c'est au tour de Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, de faire une halte chez nous. Elle a échangé avec une poignée d'élus, notamment sur la nécessité de capter plus de fonds européens. Regardez. Comment accompagner les collectivités locales sur les projets qu'ils portent. Ces projets, elles sont portés par les collectivités, non pas pour elles-mêmes, pour tout simplement améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, faire en sorte qu'on vive mieux, faire en sorte que l'on prenne les difficultés de la vie du quotidien que l'on connaît à Pointe-à-Pitre et d'une façon générale en Guadeloupe, faire en sorte que petit à petit on les traite et on les prenne à bras le corps. Je suis ministre des collectivités territoriales, je suis ministre de la ruralité, je suis ministre de toutes les ruralités et surtout ici, aujourd'hui, des ruralités d'outre-mer. Donc, en matière d'ingénierie, pour accompagner ces projets, tout simplement, nous avons, vous l'avez cité, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Village d'avenir. C'est 56 équivalents temps plein personnes physiques qui sont ici dans les collectivités financées par l'État pour accompagner les projets dans les collectivités territoriales. Et là, on va encore continuer parce qu'on voit qu'on a des faiblesses. La faiblesse qui ressort principalement, c'est que nous n'allons pas chercher les fonds européens comme nous le devrions. Oui, il y a des fonds européens qui sont pour la Guadeloupe. Nous devons, avec le Conseil régional, qui est véritablement l'organe qui gère les fonds européens, avec, bien sûr, Monsieur le Préfet, avec le Conseil départemental qui gère le Fonds social européen, le FSE, alors que
le conseil régional gère le FEDER. Eh bien, il faut que tous ensemble, on aille chercher plus d'argent au niveau de l'Europe. On s'est mis en mode travail. Je vais les revoir dans 2 ou 3 mois, dans une visio d'1h30, et je vais leur montrer que l'on a travaillé sur les problématiques que l'on a portées aujourd'hui et quels sont les débuts de solutions, parce qu'on voit bien la complexité totale, particulièrement dans ce territoire de la Guadeloupe. Donc, quand les problèmes sont complexes, ça veut dire qu'on ne trouve pas des solutions aussi facilement que cela. Donc, il nous faut véritablement travailler. Je vais faire travailler les services de l'État autres que déconcentrés autour de Monsieur le Préfet pour arriver avec des débuts de solutions dans 2 ou 3 mois lors de ma prochaine visio. Un reportage d'Olivier Félix. On rappelle que les élections européennes auront lieu début juin prochain. Et on part maintenant pour la présentation du bilan d'activité 2023 d'EDF Archipel Guadeloupe. Et le fournisseur électrique se félicite du travail réalisé avec ses partenaires en termes de production verte, avec 35% d'énergie renouvelable sur le territoire. EDF fait un nouveau pas vers sa transition énergétique. Regardez. L'idée de cet échange qui se veut annuel, c'est de vous présenter la situation d'EDF Archipel Guadeloupe, vous faire un bilan de l'année 2023, année au cours de laquelle effectivement on a produit l'équivalent, nos producteurs, nos fournisseurs ont produit l'équivalent de 35% de l'ensemble de la production à base de sources d'énergie renouvelable, et puis de tracer des perspectives à moyen long terme où dans le cadre de la PPE, on attend effectivement un triplement de la production d'énergie renouvelable, notamment triplement de l'éolien, triplement du photovoltaïque, triplement de la géothermie, de façon à avoir un mix 100% ENR à l'horizon 2033. Il y aura aussi une nécessité de transformer un certain nombre de moyens de production dont on ne peut se séparer pour garantir l'équilibre de demande. Je pense notamment à la grande centrale et à 2 grandes centrales, celle d'Albioma au Moule, qui utilise encore du charbon et dont la volonté est de verdir complètement sa production, donc d'utiliser du combustible solide. Et je pense également à la centrale de PUI, qui est aussi une filiale d'EDF, qui produit à peu près la moitié de la production du territoire, dont la vocation est effectivement de passer au biocombustible liquide, donc de façon à verdir à 100% la production du territoire. Ici, on est moins soumis au froid, mais par contre, la chaleur avec l'augmentation du climat l'évolution du climat fait que oui, de plus en plus de clients s'équipent de climatiseurs. Et là aussi, on prône, et c'est ce qu'on a dit en termes d'efficacité énergétique, on prône l'utilisation de matériel qui soit vraiment performant pour que justement la consommation de ces matériels soit la plus faible possible et que le client bénéficie de l'usage et du confort de cet appareil en ayant une consommation la plus faible possible, donc une facture la plus faible possible. Nous, EDF, on propose en fait des aides financières que les partenaires vont appliquer sur leur devis et factures. Et aujourd'hui, on accompagne les brasseurs d'air, les chauffe-eau solaires, le chauffe-eau thermodynamique, l'isolation et la climatisation performante. Et tous les particuliers y ont droit. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on a aussi des offres à destination des précaires. Donc on a plusieurs types de primes. Les hausses tarifaires sont décidées par le ministère de l'écologie et des finances sur proposition de la CRE. La CRE, chaque année, regarde un petit peu le contexte économique, le contexte électrique du paysage français. Il faut savoir que cette hausse tarifaire, elle est décidée de manière globale pour l'ensemble des clients concernés et elle touche aussi bien les territoires domiens tels que la Guadeloupe, mais aussi la métropole. C'est exactement le même système. Et à l'occasion de la journée de l'innovation, des scolaires ont présenté le fruit de leur génie au lycée Bainbridge. Des nouveautés en termes de protection de l'environnement, d'activités pédoludiques ou encore d'apiculture. Regardez. C'est la journée de l'innovation. Le terme innovation veut tout dire. C'est à la fois pouvoir entendre la réflexion des terrains, une réflexion qui très certainement n'est pas encore éprouvée et c'est la raison pour laquelle on peut parler d'innovation. Alors l'innovation a pour mission de se faire connaître de façon à ce qu'il y ait d'autres équipes pédagogiques qui puissent peut-être faire de même. Nous sommes le projet Mangrove Bleu. Pourquoi on s'appelle ainsi? Car on travaille sur la mangrove. Et bleu car la mangrove est un puits de carbone bleu qui est le carbone stocké dans les écosystèmes côtiers comme la mangrove et les océans. On voit la mangrove de façon négative. On pense que ça sent mauvais, que ça ne sert à rien, donc on la détruit comme ça. Et nous, ce qu'on veut viser, c'est montrer qu'au contraire, ça a beaucoup d'utilité
qu'il faudrait apprendre à la protéger et la respecter. Nous avons mis en place un handicap game. Donc ce handicap game, il a deux vocations. D'abord sensibiliser au handicap invisible et ensuite réviser tout ce qui est scolaire à travers un jeu virtuel. Et après, on a également, par exemple, créé une clé USB qui peut être utilisée dans n'importe quelle classe pour pouvoir jouer. C'est vraiment impressionnant ce qui a été réalisé par les équipes éducatives, par les élèves. Et il y a ensuite le meilleur projet qui est remonté aussi au niveau national avec des journées nationales de l'innovation. Donc je suis très confiante par rapport aux résultats de l'académie à venir parce que j'ai été vraiment impressionnée par le travail réalisé. Moi je trouve que c'est bien, comme ça on peut viser un peu plus de monde pour nos projets, tous les projets. Ça permet un lien social, on va dire, comme ça on rencontre d'autres personnes, on voit ce que les personnes ont fait, ce que du coup nous on peut faire en fonction de leur projet. Quand je vois les élèves qui s'engagent, ça correspond vraiment à l'idée que je me fais d'eux, à savoir des élèves acteurs de leurs apprentissages, acteurs aussi de leur parcours et en même temps des ambassadeurs puisqu'ils viennent en soutien sur des actions autour du climat scolaire, autour des apprentissages et ils travaillent pour les autres. Donc c'est vraiment une très belle image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Bravo. Félicitations à tous ces jeunes. Et on part maintenant pour l'inauguration de la base nautique de Gourbert. C'est une œuvre collective qui a commencé depuis quelques années, engagé la première partie avec le département et ensuite la deuxième partie de l'infrastructure qui a été mise à disposition en 2023 par la ville de Gourbert à disposition du cercle des nageurs de la région de Basse-Terre. Et ça finalise un grand projet rénové par le département et en partie par la ville de Gourbert et donner aussi les moyens, la sécurité et toute une logistique pour nos enfants nageurs, mais aussi ceux aussi qui apprennent à nager. Et on l'a dit, une personne sur 10 ne sait pas nager. L'objectif aussi, c'est perfectionner ceux qui sont dans le milieu, mais aussi un nouveau public de personnes quelquefois âgées, des jeunes. Donc l'ouverture, très démocratiser la natation et faire en sorte aussi que nos enfants, surtout quand ils nagent, ils soient en sécurité avec le poste de sauvetage. C'est l'aboutissement d'un combat de 50 ans. Voilà, effectivement, un enfant sur deux en Guadeloupe ne sait pas nager, 2 adultes sur 3 ne maîtrisent pas non plus le savoir nager. 98% de nos plages et de nos sites de baignade ne sont pas surveillés. Nous sommes heureux aujourd'hui que la première base départementale de sauvetage et de secourisme, à l'initiative du Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre, soutenu par le comité départemental de sauvetage et de secourisme de la Guadeloupe, puisse permettre donc non seulement à cette plage de Rivière-Sens de vivre et de fonctionner, mais également à l'ensemble de 40 000 enfants du sud Basse-Terre de pouvoir apprendre à nager, à sauver, à secourir. Ça va se développer, le président Losbar l'a dit, c'est prévu qu'on puisse avoir un site comme ça sur au moins chaque communauté d'agglomération dans un premier temps. Et donc, on espère pouvoir mener à terme ce projet avec le département, avec la région, avec l'État et avec les communautés d'agglo et les communes. C'est une très grande satisfaction pour nous que nous ayons pu réaliser ces équipements, que nous ayons pu effectivement permettre l'acquisition de tout ce matériel. Et on sait que c'est dans les mains d'une association qui a fait ses preuves. Depuis des années, il y a cette pratique et sur, je crois, un autre site également. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cette expérience puisse être aussi dupliquée sur d'autres territoires de la Guadeloupe. Donc, très grande satisfaction. Un investissement plusieurs paliers, puisqu'il y a à peu près les équipements et la route pour 250 000 €, mais également l'accompagnement pour le matériel, les planches à voile, tout ce matériel d'équipement, l'aménagement des lieux aussi pour sécuriser, puisque nous avons voulu que les enfants soient totalement protégés, parce qu'on ne peut pas être secouriste et sauvetage et qu'il puisse y avoir donc, des problèmes d'insécurité. Donc c'est pour cela aussi la circulation a été revue, le passage piéton, les trottoirs, enfin tous ces éléments, c'était nécessaire pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci
pour votre fidélité à ce programme. En fait, j'étais en train de jeter un petit coup d'œil en fait sur les réseaux, puisque Elon Musk, je ne sais pas si vous savez, mais il a lancé son Neuralink, donc une puce qui est implantée directement dans le cerveau et qui permet de contrôler des appareils à distance. Et là, ils sont en train de faire justement une des premières démonstrations d'un monsieur qui justement joue aux jeux vidéo uniquement par la pensée. Franchement, on est vraiment dans le nouveau monde. En tout cas, une bonne soirée à vous à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, nous allons parler d'un grand Guadeloupéen qui a fait effectivement la musique de chez nous rayonner à travers le monde entier. Il s'agit d'Henri Debs. Et pour parler de lui, effectivement, nous recevrons donc son fils, Rico, puisqu'il y a un documentaire qui sera diffusé effectivement sur son papa. Donc on parlera pendant une heure de ce grand homme avec son fils. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Yvonne Dacour, bonsoir et bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Talia Mdor, bonsoir à Lydia Luce, à Jeujred Lédis, bonsoir à Maestro, bonsoir à Perle de Cali Ruquera, bonsoir à Agnès Bolmain, à Ghislaine Calif, bonsoir à Hoganson Lubin, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Géna Gior, bonsoir également à Marie-André Cavaillon. Bonsoir à qui d'autre? Dites-moi. Non, pas toi. Vous gênez notre live d'ailleurs. Dégagez. Bonsoir à Jimmy Aliard. Bonsoir à Claudie Giraud-Girard. Bonsoir à Lifeline. Lifeline qui nous dit des structures de soins pour ces personnes sous tutelle qui vivent dans la rue. Franchement, la problématique de santé mentale en Guadeloupe est vraiment très prégnante. On ne la prend pas encore suffisamment à bras le corps, selon mon humble avis, et on est très concerné. Je suis aussi concerné dans mon cadre familial. Donc c'est vrai qu'il serait temps peut-être de faire quelque chose, puisque sur l'agglomération pointoise, c'est vraiment, ça devient vraiment sensible tout ça. Enfin bon, on en parlera ultérieurement. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Sonia Soso Lolia. Bonsoir à... Je crois que j'ai passé... Non. Ah, ça descend encore. Bonsoir à Patrice Le Pointois. Bah oui, Patrice Le Pointois, n'est-ce pas? Bonsoir à qui d'autre? Ouais, Zopakadomi, s'il lève là, Zopakadomi. Bon, ce sera tout, parce que sinon, mon Dieu, ah là là, on se retrouve après la pub.